Aujourd'hui, on va parler de nouveau hard fork Kaspa Tokata. On va essayer de démêler le vrai du faux. Je vais t'expliquer en quoi ça consiste exactement et pourquoi Kaspa me hype toujours. Kaspa ne devient pas Ethereum, Kaspa essaie de devenir autre chose. Il y a une autre vision derrière Kaspa. C'est le fait de pouvoir ajouter de la programmabilité, c'est difficile à dire comme mot, à un réseau Proof of Work ultra rapide, sans basculer vers un modèle de compte global comme on peut avoir sur Ethereum de type EVM. Donc le sujet de notre vidéo, c'est pas est-ce que Kaspa va faire x10. Le sujet, c'est est-ce que Kaspa peut transformer aujourd'hui son bloc DAG Proof of Work en une base programmable qui est une base sérieuse. Et c'est exactement ça qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le hard fork Tokata. Déjà, Kaspa, Kaspa, c'est une blockchain qui a vraiment une identité très claire. C'est une blockchain qui est en Proof of Work avec du bloc DAG, de l'UTXO comme Bitcoin, une vitesse extrêmement élevée puisqu'il est capable de monter à 10 blocs par seconde. Je crois que dans un avenir relativement proche, l'idée c'est de monter jusqu'à 100 blocs par seconde. Autant te dire que les transactions sont instantanées. Quand on voit des Kaspa par exemple sur Kraken, c'est quasiment immédiat. Donc jusqu'ici, Kaspa, du coup, c'était vu vraiment comme un réseau de paiement et de règlement rapide. C'est vrai que les transactions, c'est quelque chose d'assez hallucinant, ça va extrêmement vite. Mais avec le hard fork Tokata, le projet il va vraiment changer de dimension. Tokata va ajouter des briques techniques qui étaient jusque-là absentes, c'est-à-dire Covenant, la programmabilité de UTXO, les vérifications ZK et une infrastructure pour des applications en layer 2 avec ZK toujours. Alors au jour d'aujourd'hui, Rusty Kaspa V2 a été publié le 5 juin, donc on est le 8, et donc elle introduit Tokata et donc une annonce d'activation au mainnet, ODAA. Alors le numéro c'est 474 165 565. Voilà. Donc ça sera aux environs du 30 juin. Bon après tu sais, quand il y a hard fork qui passe comme ça, c'est toujours difficile de prévoir la date, mais voilà, ça sera aux environs du 30 juin. Donc aujourd'hui, Tokata est publié du côté logiciel, mais n'est pas encore activé en mainnet. Alors pour comprendre ce que c'est Tokata, il faut comprendre ce que Tokata n'est pas. Tokapa, Pokapa, Pukupa. Tokata n'est pas une machine virtuelle Ethereum. C'est pas un copier-coller dans Kaspa. C'est pas comme toutes les autres blockchains font, Sui, Solana, etc. Ils ont tous copié le modèle d'Ethereum en plus rapide, en plus malin, en plus machin, en plus truc. Kaspa, c'est pas ça. Kaspa n'est pas une blockchain et ne va pas devenir une blockchain EVM native avec des contrats intelligents globaux comme on peut avoir sur Ethereum ou Solana. La logique est vraiment différente sur Kaspa. Aujourd'hui, Ethereum fonctionne avec un état global qui est partagé. Kaspa, lui, va rester dans une logique UTXO qui est beaucoup plus proche en fait de Bitcoin et qui aura des extensions qui vont permettre d'avoir des règles de dépenses en fait plus avancées. Donc, si tu veux, on peut résumer le truc comme ça. Tokata ne transforme pas Kaspa en Ethereum. Ça va donner en fait les briques qui vont permettre de programmer de façon adaptée au propre modèle de Kaspa, c'est-à-dire en UTXO, et tout en ajoutant des couches supplémentaires avec des nouvelles fonctionnalités. Et c'est ça qui le rend véritablement intéressant. Si on veut rentrer les gars un petit peu dans les détails techniques, il y a le KIP 17 qui ajoute les covenants, donc c'est de nouveaux OP codes, c'est des règles en fait qui sont attachées à un UTXO qui imposent par exemple comment les fonds vont pouvoir être dépensés par la suite. Donc des règles théoriques. Je te donne des exemples en fait qui sont assez théoriques. On a par exemple des coffres de sécurité, une sortie retardée dans le temps de coin, des contrats avec un état qui sera local. C'est différent de ce qu'on peut avoir sur Ethereum. Une logique de paiement qui va être conditionnelle. Par exemple, je veux bien te payer si tu m'as livré le produit, tu vois, des choses comme ça. Des règles de transfert qui sont aussi imposées à l'avance. Donc ça peut être pas mal, les gars. Moi, je pense que Kaspa, au niveau des agents d'intelligence artificielle, ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant. Ça ajoute une introspection transactionnelle. En gros, c'est la capacité pour un script de lire des données dans les propriétés des transactions de qui va le dépenser. Donc ça permet, si tu veux, de vérifier les entrées, les sorties, les montants, le payload, le lock time, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment techniques, mais
faut que tu comprennes que avant Caspa, c'était une blockchain qui était super rapide. Maintenant, c'est une blockchain qui va devenir programmable, mais différente de ce qu'on peut avoir sur Ethereum. On est plus dans la logique du Bitcoin, hein, les mecs. Hein. Ensuite, on a le KIP 20 et les Covenant ID. Donc, ça permet de créer des règles, en fait. Le KIP 17 permettait de créer des règles et le KIP 20, lui, il permet de suivre l'identité d'un contrat à travers des dépenses. Donc, ça peut devenir assez compliqué. C'est vrai que Caspa, c'est un truc un peu d'autiste, hein, quand même, faut le dire. Hein. C'est un truc assez compliqué. En gros, si tu veux, je vais essayer de rester simple hein, pour t'expliquer les choses. Ça ajoute une forme de lignée native suivie par le consensus. Donc, par exemple, un Covenant ID, c'est quelque chose, c'est un identifiant en fait de 32 octets qui est attaché à un UTXO. Son rôle, c'est de suivre cette instance logique de contrat au fil des transitions dans l'UTXO. Et donc, sans ça, si tu veux, un UTXO doit souvent transporter l'historique ou les preuves en fait de ce qui s'est passé avant pour prouver qu'il descend bien d'un état précédent valide. Hein, c'est l'idée hein, de l'UTXO. Hein. Là, c'est différent puisque avec les Covenant ID, on peut ajouter du coup une forme de lignée, un suivi en fait des UTXO par le consensus. La troisième brique pour Caspa, c'est les KIP 16 avec l'OP code. OP et ZK précompile. Donc ça permet d'ajouter des preuves ZK, des preuves Zero Knowledge, directement dans les scripts. Donc ça veut dire en gros hein, qu'une application peut faire un calcul lourd, par exemple, hors chaîne. Il peut produire une preuve cryptographique pour vérifier que cette preuve... Enfin, il peut vérifier cette preuve avec Caspa, en fait, au niveau du layer 1 directement. Donc ça, c'est vraiment fondamental, par exemple, pour des bridges, pour tout ce qui est roll-up, application en layer 2, calcul vérifiable. Les applications, le layer 1, il ne va pas tout réexécuter pour tout vérifier, parce que tu te rends bien compte qu'au bout d'un moment, ce n'est pas possible, quoi. Je veux dire, il faut des serveurs de dingue. Hein. On le voit hein, sur certaines blockchains hein, où tu es obligé d'avoir des serveurs de malade. Hein, ce n'est pas du tout une bonne pratique. Et donc, le KIP 16, en fait, c'est une première base de calcul vérifiable pour Caspa avec, par exemple, des systèmes comme Risque 0, Groth 16 par exemple. Moi j'aime bien Groth 16, je trouve que c'est le meilleur. Et Stark Succinct par exemple. Donc là ce que tu dois comprendre c'est que le layer 1 ne va plus faire les calculs. En tout cas ils vont plus faire tout le calcul. Ils vont juste vérifier la preuve de calcul elle a été faite correctement et que le calcul même s'il a été fait ailleurs finalement c'est pas très important tout ça. Le principal c'est d'avoir une preuve de calcul hein, qui veut dire que le calcul a été bien fait et qu'il est correct. Alors ZK ça ajoute quand même pas mal de complexité hein, pour l'avoir implémenté dans une blockchain, je peux te garantir que ça ajoute énormément de complexité parce qu'il faut vérifier la qualité des circuits, tout ce qui est bibliothèque cryptographique, c'est compliqué, il faut les auditer, il faut regarder exactement ce qu'il y a dedans. En plus, il y a des updates, donc ça, il faut un suivi, donc c'est un truc assez pénible. Et il faut vérifier aussi comment tu as implémenté tes circuits. Donc c'est pas un truc magique, c'est vraiment très puissant parce que ça permet de déporter le calcul en fait, mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué à implémenter. Cela dit, vu la qualité de code sur Caspa, on se doute que ça a été implémenté correctement. Il me semble qu'il y a Zek hein, qui a eu un problème hein, comme ça, justement, il n'y a pas très longtemps. C'est Opus 4.8 d'ailleurs qui me semble qui a découvert la faille, hein, où on pouvait créer des coins à l'infini via un bug justement sur la partie ZK. On en arrive les gars à la partie la plus difficile à expliquer, mais c'est aussi la partie la plus importante, c'est le KIP 21, c'est le séquençage partitionné. Caspa fait énormément de transactions, donc il ne doit pas être obligé tout le temps de prouver par exemple, ou de suivre en gros l'activité globale du réseau. Sinon, plus il va scaler, plus les applications vont devenir lourdes à prouver, donc ça va devenir ingérable au bout d'un moment, quoi, hein. Donc le KIP 21, il introduit du coup un système de séquençage qui est partitionné par des, je sais pas comment on peut appeler ça, des voies applicatives. Hein. Donc l'idée, si tu veux, c'est que chaque application peut suivre son activité plutôt que tout le flux global. Hein. Donc ça veut dire que l'objectif là-dessus, c'est d'obtenir un coût de preuve qui est proportionnel à l'activité. Donc si par exemple, tu as une application qui a très peu d'activité, ton coût de preuve sera proportionnel au fait que tu aies très peu d'activité. Donc sur ta lane, sur ta voie applicative, tu vas pas pourrir tout le réseau, quoi. Tu vois, c'est pas un truc global. Hein, c'est vraiment partitionné. Hein. Donc les applications n'ont pas tout le poids de Caspa à transporter quelque part, quoi. C'est une brique d'évolutivité, si tu veux, pour les futures
Layer 2, ZK. Alors c'est assez technique, mais ça reste quand même quelque chose qui est très central. Et les applications ZK, auparavant, on peut se dire qu'elles étaient possibles sur Caspa, mais voilà, sans ça, c'était vraiment trop lourd. Donc là, ça permet justement de faire quelque chose de plus léger. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça reste compréhensible quand même. Alors, il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est SilverScript. C'est un langage qui est inspiré de CacheScript, mais il est conçu pour compiler vers CaspaScript, du coup. Et donc, son rôle, c'est de rendre l'écriture de Covenant accessible aux développeurs. Sinon, tu vas te taper du code en hexa, donc non merci. Donc, il y a quand même une nuance, c'est que SilverScript, c'est encore assez expérimental, c'est instable d'après ce qui est écrit sur le dépôt. Donc voilà, c'est sujet encore à des changements qui peuvent être assez importants. Les scripts sont valides uniquement sur le testnet 12 pour le moment. Cela dit, SilverScript, c'est quelque chose qui reste à mon avis extrêmement prometteur. Voilà, on n'est pas encore sur un écosystème mature qui est comparable à Solidity, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour les applications décentralisées de demain. Alors si je résume, si je te résume avant, si je te résume toute la vidéo avant Caspa, c'était uniquement du Proof of Work rapide. Dommage qu'il soit plus GPU, qu'il soit pourri par les ASIC. C'est du block DAG, des transactions rapides et une alternative à Bitcoin sur la vitesse. Et puis un code que je dois dire qui est quand même assez fantastique. Avec Tokata, donc le nouvel hard fork qui va arriver, c'est toujours du Proof of Work rapide et des transactions rapides, c'est toujours la même chose, mais ça ajoute en plus le fait de pouvoir programmer de l'UTXO, ça ajoute en plus l'épreuve ZK et ça ajoute en plus le support natif des Layer 2. Ça devient vraiment, je pense, un projet qui est très intéressant parce qu'il ne copie pas Ethereum, mais il essaie de répondre à la même problématique mais d'une façon différente. En gros, c'est est-ce que tu peux avoir un réseau Proof of Work performant qui supporte aussi des applications complexes sans sacrifier le modèle de base, c'est-à-dire le modèle UTXO. C'est le vrai pari de Caspa au final. Alors maintenant, les gars, il va quand même falloir vérifier, parce que c'est un hard fork, c'est pas un truc de base. Il va quand même falloir vérifier que le hard fork se passe bien, parce que tous les nœuds doivent être mis à jour, les pools doivent suivre, les services doivent être compatibles, donc ça quand même, ça demande, voilà. Est-ce que les développeurs, ils vont utiliser véritablement les outils, avoir des Covenant ou du ZK, c'est très bien sur une blockchain, mais faut-il que les devs l'utilisent. Il faut que SilverScript aussi devienne stable pour la production. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est encore expérimental. Il faut aussi que des Layer 2 qui sont sur Caspa commencent à attirer de vrais utilisateurs. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, il faudra voir à l'avenir ce que ça nous donne. Mais en tout cas, il faudra qu'il y ait de la liquidité, du volume, des wallets, des bridges solides, des audits et puis surtout du temps, comme d'habitude. C'est le temps qui fait les choses. Après, tu vois, certaines blockchains qui étaient là il y a 5 ans, comme Solana par exemple, voilà, il leur a fallu du temps pour exploser lors du dernier bull run. Bon, aujourd'hui, ça a déçu un petit peu quand même Solana, mais voilà, à voir ce que Caspa pourra donner. Un truc qui est vraiment intéressant pour nous, les mineurs, c'est que les frais vont devenir le vrai moteur économique de Caspa. Parce que tu sais que Caspa, il a une émission décroissante. Aujourd'hui, je ne sais plus à combien il bloque, mais c'est vraiment plus grand-chose. Donc, à long terme, il faut s'imaginer que la sécurité économique de Caspa va dépendre de l'activité réseau, des frais et aussi du prix de Caspa, même s'il est bas. Voilà, ça reste quand même un point critique. Alors, à court terme, évidemment, les mineurs, ils vivent encore du block reward, mais à plus long terme, il faut que l'activité réseau devienne plus importante. Et ça, c'est le vrai pari de Caspa. C'est le fait d'avoir une activité réseau plus importante pour pouvoir supporter la sécurisation du réseau par les mineurs. Donc, si les applications elles créent du trafic, elles vont créer des frais. C'est toujours la même boucle vertueuse. Et donc, si elles créent des frais, elles vont aider l'économie du minage, donc nous, les petits mineurs. Et si elle ne crée pas d'usage, si ça intéresse personne, du coup, ça restera un narratif technique du code, comme il en existe tant d'autres, qui se perdra dans la nature, malheureusement. C'est comme ça que ça fonctionne. Je te rappelle que quand tu achètes des coins sur une blockchain,
t'achètes quelque part la subvention du code de cette blockchain. C'est du code, les blockchains, c'est pas autre chose. Alors Caspa, ils vont ajouter des fondations techniques pour permettre une nouvelle génération d'applications programmables. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Ça va pas devenir une nouvelle plateforme de DeFi, probablement, mais on verra bien ce que ça va donner. Moi, je suis curieux de voir. J'ai toujours du Caspa, les gars. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!